Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. Nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhaj-Kassem, le philosophe des Gilets jaunes, et nous allons parler des sachants. Sortir les sachants de leur certitude, de leur confort bourgeois pour les pousser à l'instruction populaire. La dialectique, c'est ça, faire le lien... La dialectique, c'est faire le lien, disons, entre contradictoires. Un des grands principes de la dialectique, c'est que ce que vous gagnez quelque part, vous pouvez le perdre ailleurs. Et les sachants, précisément, la dialectique que moi je développe en ce moment, dans un des nombreux textes que j'ai écrits sur tout ça, mais pas que sur tout ça, sur l'histoire de la philo, sur qu'est-ce qui nous Parle fort. Qu'est-ce qui nous a amené à tout ça. C'est une dialectique entre savoir et connaissance. C'est-à-dire les gilets jaunes et ensuite toute la population française et ailleurs qui s'est élevée, qui s'est renseignée, qui s'est informée, qui a sourcé, qui a documenté, qui a archivé tout ce qui s'est passé autour de la covidocratie, ça a été une prise de conscience. C'est des gens qui ont de la connaissance, comme c'est souvent des prolos. Ils ont une connaissance vraiment non seulement très précise de la manière dont le système les opprime, mais après ils font des vraies enquêtes. Ils font pas comme les gauchistes universitaires qui font de la critique du capital purement scolaire, où jamais tu ne nommes l'ennemi. Je sais que ça vous préoccupe beaucoup. Il faut nommer l'ennemi effectivement pour faire de la politique. Et si on dit juste, comme un tel intellectuel gauchiste en vue, on sait bien que c'est toutes les familles oligarchiques qui détiennent les médias et qui contrôlent tout en France, mais que jamais tu ne nommes ces familles oligarchiques. Pourquoi ? Parce que tu es esclave de la société du spectacle et tu as envie d'être invité à telle émission, télévision. Tu parlerais pas d'Onfray là ? Non. Non, je parle de pire que ça. Et voilà. Donc les sachants, ils ont un savoir, mais qui à cause de ce qu'on dit, à cause de la toute-puissance effectivement de ce que Debord a appelé la société du spectacle, ils n'ont aucune connaissance de rien. C'est-à-dire que leur savoir, cette dialectique entre savoir et connaissance, elle vient de Kant. C'est-à-dire Kant, il avait toujours la préoccupation à ce que le savoir se connecte et soit pas en disharmonie, en dissonance avec ton expérience concrète. La connaissance, l'expérience concrète, voilà. C'est la le connaissance. savoir, c'est la culture, c'est l'université. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'université est au savoir ce que les banques sont au bien commun. Voilà. C'est un régime d'accaparation, de capitalisation en fait, et de rétention du savoir. Donc, attends, excuse-moi. Tu es en train de dire que les universités actuellement sont comme des banques sur l'accaparement du savoir. Exactement, c'est un savoir qui tourne sur lui-même et qui ne sert à rien, qui est très bavard, qui est de plus en plus, verbeux, quoi, pédant, etc. C'est un, on va pas dire des expressions genre, un peu masturbatoire, disons, très légèrement masturbatoire sur les bords. Et les pires formes de ça, c'est évidemment les formes qui se prétendent radicales, c'est ce qu'on appelle le radical chic. Ça veut dire, je vais écrire un énième livre sur les ouvriers du 19e, sur la couturière, c'est fin de mois, mais les Gilets jaunes ne connaissent pas. Et puis il faut surtout que j'ai 4 pages dans Paris Match et que je sois invité à France ceci ou France cela. Donc il y a une vraie schizophrénie de ce point de vue-là dans la bourgeoisie universitaire, parce que c'est un pléonasme. Et effectivement un peuple qui a une connaissance beaucoup plus profonde, non seulement de ses problèmes à lui, de l'oppression concrète, etc., mais qui a fait des enquêtes dès les Gilets jaunes sur les grands fonds d'investissement. Je veux dire, si tu dis, le capital, les grands fonds, mais tu les nommes pas, tu nommes pas BlackRock, Vanguard, etc., qui étaient derrière la covidocratie. Si tu dis les grandes familles oligarchiques et que tu dis jamais Patrick Drahi, ou les Rothschild, ou les Rockefeller. Voilà. Ou évidemment Bill Gates, ce qui est de la covidocratie. Et du reste, Soros, voilà. Tu ne fais évidemment rien. Tu fais un savoir qui est complètement déconnecté de l'expérience réelle du capitalisme aujourd'hui. Et donc plus important que de réveiller les intellos, moi je l'ai fait là avec ce livre qui est sorti relativement clandestinement, qui s'appelle « Le mausolée des intellectuels », mais je l'ai envoyé à tous. Et personne n'a répondu, ni en privé, à une exception près dont je ne parlerai pas ici, parce que c'est très amusant. Et le seul type qui n'a pas répondu, c'est parce qu'il n'avait pas lu le livre. Ça se voit tellement dans sa lettre, c'est tellement ridicule et pathétique que voilà. Ça commence mais par tous les autres, ils se tiennent à carreau. Donc il faut le savoir, on a les moyens de les terroriser, de leur faire peur, ça c'est clair. Il faut les réveiller pour qu'ils mettent à disposition tout ce savoir. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'il existe déjà des intellectuels qui se sont sortis les doigts de
nous pensons, et qui sont déjà en train de faire, je pense, à mon ami Vincent Pavant, avec qui on a une relation intellectuelle vraiment osmotique, parce que osmotique, ça ne veut pas dire fusion. On n'est pas d'accord sur tout, mais on n'est pas non plus. C'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose, l'autre réagit, l'autre réagit, l'autre réagit. Donc lui, c'est un mathématicien de très haut niveau, qui est en train de devenir vraiment un grand philosophe. Moi, je ne suis pas là pour faire mon propre présentation, mais c'est sûr, il y a une alchimie entre nous deux. Et donc, on met ce savoir mathématique, philosophique, politique à disposition du public. Et il y a plusieurs autres intellectuels qui sont comme ça. Et moi, je fais effectivement, là, demain, je vais commencer un livre d'entretien avec un grand psychanalyste, un des rares qui a été courageux, et avec les Gilets jaunes, et surtout avec la covidocratie. Il fait un blog vraiment historien qui s'appelle Politique de la psychanalyse, qui est à la fois très intelligent, très érudit, donc transmission de savoir, et très trash, c'est-à-dire le LGBT, le wokisme, tout ça, allez-y, vous allez vous régaler, vous éclater, tout en apprenant vraiment énormément de choses. Parce que c'est toujours très court, ou presque toujours très court, des fois il fait des citations un peu plus longues, la plupart du temps, c'est un graphiste de formation, donc il a vraiment un sens de, tu vois, du découpage de l'ellipse, d'aller vite, des trucs coup de poing, quoi. Donc, le temps que tous ces intellectuels se réveillent, on ne va pas attendre Pétaouchnok, il y a déjà à peu près ce qu'il faut maintenant dans les mathématiques, dans la physique, dans la philosophie, dans la psychanalyse, dans la psychiatrie. Il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à faire le job et à transmettre leur savoir à la population qui a une connaissance beaucoup plus pointue que ces élites de comment fonctionne le système où on vit, mais qui laisse cet accaparement du capital cognitif dans la banque universitaire. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vrai que le reproche qui a souvent été fait et par Marx et par Bakounine à la Commune de Paris, l'échec de la Commune et l'écrasement de la Commune de Paris, qui était un mouvement 90% d'ouvriers, d'artisans et tous anarchistes, c'est de ne pas avoir pris la Banque de France. S'ils avaient pris la Banque de France, le monde aurait changé. Voilà. On serait plus du tout dans le même monde qu'aujourd'hui. On va pas se rater cette fois-ci. Est-ce qu'ils sont récupérables ces sachants? Ou est-ce qu'il faut... Quand ils seront au pied du mur, ils seront récupérables, c'est sûr. C'est quoi le pied du mur? Les tribunaux populaires, les intimider. Toujours en bienveillance, avec beaucoup d'amour. Moi, je fais que leur envoyer des livres, mais je sais qu'il y en a plein d'entre eux. Quand je dis leur voix, ça les empêche de dormir. Il n'y a pas eu une seule réponse, ni publique ni privée à mon livre. Parce que tout est sourcé, tout est démontré, tout est documenté, tout est super argumenté, parce que la philosophie, c'est essentiellement l'art de l'argument. La philosophie, l'unicité de la philosophie, le fait que la philo est unique, mais la vraie, hein. Malheureusement, justement, à cause entre autres de l'université et aussi des médias, on a énormément de fausses philosophies. Là, ça nous ramènerait à la question du mensonge, ça, on a beaucoup de, voilà, ce que Platon appelait les faux prétendants à la philosophie. Et voilà, ce savoir qui tourne sur lui-même et qui ne sert plus à rien. C'est un vrai savoir, c'est un vrai gigantesque stock qui ne peut que servir aux gens. Et c'est vrai que moi, de manière très... Voilà, je parlais de l'argumentation, l'unicité de la philosophie, c'est... Ça vient du mot grec logos. Logos, ça veut dire réunir ce qui est séparé. Et la philosophie est vraiment le discours, il n'y en a pas d'autre comme lui, mais la bonne, la vraie philosophie. Et malheureusement, elle est rare. La plupart des philosophes auto-attitrés, c'est ce que Platon appelait des macros. Il appelait vraiment ça des macros, des proxénètes. C'est-à-dire, ils associent des éléments les uns aux autres, mais n'importe comment. C'est un peu le docteur Frankenstein. Tu crées un être humain rapiécé. Un vrai philosophe, c'est celui qui, patiemment, vraiment comme un artisan, associe des éléments de savoir totalement disparates pour te faire voir ton expérience, justement, ta connaissance de ta propre vie et celle des gens qui t'entourent et tes semblables d'une autre manière. C'est ce que j'ai souvent cité dans les vidéos qu'on a faites, c'est une phrase que j'adore de Rainer Schumann. Les philosophes ne sont pas là pour penser à notre place, les philosophes sont là pour nous montrer des manières de penser que nous n'imaginions pas. Et je dois dire, bon, je vais pas... Ça c'est l'AVC, c'est l'attaque vasculaire des chevilles. Mais c'est vrai, je me sens de mieux en mieux dans mon art
d'associer voilà, des éléments, de savoir que je tire à droite, ça vient des mathématiques, ça vient de la biologie, ça vient de ceci. Et c'est très patient, il ne faut pas les rapiécer comme ça à la va-vite. Il faut que, une fois que tu l'expliques, tu vois, tout à l'heure on parlait de la sexualité, tu comprends tout de suite ce que je veux dire. C'est pas du tout, tu dois penser comme moi, pas du tout. Ça c'est l'opinion, et la philosophie a toujours combattu l'opinion. Comment ils disaient les Grecs opinion, ils disaient doxa. La philosophie combat la doxa par un travail virtuose de l'argumentation. Et donc toi là, tu es positif par rapport à une nouvelle génération de sachants qui vont remplacer les fils de pute, excuse-moi, les collabos de l'université, des médias, les experts, les éditocrates. J'en sais rien. Comme disait Heidegger, la philosophie n'est pas là pour prophétiser, mais elle ne doit pas non plus dormir. Donc la prophétie, optimisme, pessimisme, ça ne fait pas partie du vocabulaire. Je sais pas, on va voir. Moi je fais de là où je suis, avec les gens que je connais. Le reste, non, je suis pas je programme pas. Comme tu disais tout à l'heure, enfin, comme tu disais même là, référence à la commune, cette fois, oui, il faut pas qu'on se rate. De toute façon, comme le dit encore, moi c'est comme ça que je suis tombé amoureux de lui au sens philosophique et intellectuel du terme, de Vincent Pavant. C'était il y a bientôt 2 ans et demi. Je l'ai voir dans une vidéo. C'est les halls de plus avec Barnérias, 3 quarts d'heure. Je me suis dit, ce type, il faut absolument que je le rencontre. Il a dit, voilà, on est dans une lutte à mort. Il fait vraiment très bien de la philo. La lutte à mort, c'est un terme de Hegel. C'est la vie politique elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une lutte à mort au sens de ce qui se passe en Ukraine. On n'est pas dans une guerre civile conventionnelle, encore qu'avec les Gilets jaunes, on en était quand même extrêmement proche. Et 23 000 blessés. Les 23 000 blessés, les mutilés, les estropiés. Mais les plus à plaindre pour moi, c'est sans doute les mutilés cognitifs. Ce psychanalyste dont je parlais, Christian Dubuis-Santini, il appelle ça les algorithmés du bulbe. Donc effectivement, tous ceux qui entrent, que ce soit au sujet des Gilets jaunes, que ce soit au sujet de la covidocratie, qui croient comme des somnambules au narratif officiel sans essayer de se renseigner et en se contentant d'étaler complaisamment leur érudition inutile, c'est vraiment eux qui sont le plus à plaindre. Les vrais mutilés, c'est eux. Ça veut dire ceux qui ont le savoir sans connaissance, on va conclure là-dessus, sont perdants. Ceux qui ont de la connaissance sans avoir encore de savoir sont d'ores et déjà gagnants, mais il faut qu'ils aillent chercher ce savoir avec les dents, et voilà, on est là pour ça. Quelques intellos bourgeois, dans mon cas bourgeois très déclassé, parce que je vis vraiment comme un crevard depuis 30 ans. On parle toujours des bobos, les bourgeois bohèmes. On parle jamais des bonobos, les bohèmes non bourgeois. Donc moi j'ai une vie de bonobo. Tu serais prêt à faire un débat avec Laurent Alexandre Non. Non. C'est comme de dire, est-ce que non. Tu serais prêt à discuter avec Himmler? Non. C'est comme si tu demandais à un juif, ah tiens, tu veux bien rencontrer Himmler? Pourtant c'est un frère en humanité, il est peut-être égaré, Laurent Alexandre. Sûr, je sais pas. Il est récupérable ou pas? C'est un autre intellectuel qui est dans notre camp, en tout cas pour ce qui concerne la covidocratie. Sur les Gilets jaunes, je ne sais pas, je l'avais un peu perdu de vue. C'est un excellent écrivain, essayiste, penseur. Il s'appelle François Maironis. Et lui, il avait eu le courage sur de l'Ancelin. Mais franchement, non. Je lui ai dit, moi à ta place, je l'aurais fait. Merci pour tout ce partage, pour cette instruction populaire. Force et honneur, on lâche rien les amis.